Ma femme infidèle et son petit ami millionnaire m'ont fait virer de mon poste d'ingénieur à 185 000 euros. Profite bien de la pauvreté, m'a-t-elle envoyé par texto. À 38 ans, alors que je travaillais comme agent d'entretien, je me suis coupé la main et je suis allé aux urgences. Le médecin a examiné mes analyses de sang et est resté silencieux. Il a fait venir 3 spécialistes qui m'ont dévisagé. Monsieur, votre ADN montre quelque chose d'impossible. Vous êtes apparenté à... Dès l'instant où ce médecin a regardé mes analyses de sang et a pâli, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il est sorti de la pièce sans dire un mot. À travers la vitre, je l'ai regardé passer un appel téléphonique, la main pressée contre son front comme s'il essayait de traiter une information impossible. 10 minutes plus tard, 3 spécialistes se sont entassés dans cette minuscule salle d'urgence et m'ont regardé comme si j'étais un fantôme. Pas avec pitié, pas avec inquiétude, mais avec une incrédulité totale et absolue. Je m'appelle Julien Dubois. J'ai 38 ans. 3 mois avant cette nuit, je nettoyais les toilettes et passais la serpillière pour le salaire minimum dans ce même hôpital. Je portais un uniforme gris avec mon nom brodé sur la poitrine. Je poussais un seau à serpillière jaune dans des couloirs où personne ne me regardait à 2 fois. J'étais invisible. Je n'étais rien. J'étais un homme dont la femme infidèle et son petit ami millionnaire avaient systématiquement détruit tout ce que j'avais passé 15 ans à construire. J'étais autrefois ingénieur en chef des structures. Je gagnais 200 000 euros par an. Je concevais des bâtiments qui tiendraient 100 ans. J'avais une maison en banlieue, un compte de retraite, un avenir qui semblait stable et sûr. Puis ma femme, Simone, a décidé que je n'étais pas assez ambitieux à son goût. Elle a trouvé un investisseur en technologie nommé Victor de Villiers qui avait 55 millions d'euros, un yacht et toutes les choses qu'elle croyait mériter. Elle ne s'est pas contentée de me quitter. Elle a aidé Victor à réduire ma carrière en cendres. Il a passé des appels aux bonnes personnes. J'ai été licencié sans motif, mis sur liste noire de toutes les firmes d'ingénierie de la région. J'ai vu mes économies fondre à vue d'œil pendant que Simone prenait la maison et la moitié de tout le reste. Le soir où j'ai commencé mon travail d'agent d'entretien, elle m'a envoyé une photo d'elle sur le yacht de Victor, quelque part sur la Côte d'Azur. Le message joint contenait 2 mots qui résonnent encore dans ma tête, profite bien de la pauvreté. Alors me voilà, 3 mois après le début de ma nouvelle vie en tant que type qui récure les toilettes pour gagner sa vie, assis sur un lit d'hôpital avec 16 points de suture à la main, à cause d'une ampoule cassée qui m'avait profondément entaillé. Mon sang maculait mon uniforme. J'en avais perdu assez pour inquiéter les infirmières. Elles ont fait des tests, la procédure standard pour une blessure aussi grave. Je m'attendais à ce qu'elles me disent que j'étais anémique, peut-être diabétique, ou peut-être quelque chose de pire. À ce stade, j'espérais presque que ce soit quelque chose de fatal. Au moins, la lutte serait terminée. Mais quand le docteur Rachid Adama est revenu avec ses 3 spécialistes, quand ils ont fermé la porte derrière eux et approché des chaises comme s'ils s'apprêtaient à annoncer une nouvelle qui allait faire voler mon monde en éclats, j'ai réalisé que c'était tout autre chose. La directrice du département de génétique s'est assise près de mon lit et m'a posé une question qui semblait venir de nulle part. « Monsieur Dubois, votre père a-t-il été adopté ?» Je lui ai répondu « oui ». Georges Dubois a été adopté alors qu'il était un nourrisson en 1952. Il n'a jamais connu ses parents biologiques, ne les a jamais cherchés et est mort en croyant que le passé n'avait pas d'importance. Elle a hoché la tête lentement. Puis elle a prononcé un nom que chaque personne de la région lyonnaise connaît, un nom associé aux aciéries, aux gratte-ciel et à des milliards d'euros en fondations caritatives, un nom qui appartenait à l'une des familles les plus riches de l'histoire française. Monsieur Dubois, d'après votre profil génétique, vous êtes le petit-fils biologique d'Édouard de la Roche. Édouard de la Roche était décédé 2 mois plus tôt à l'âge de 94 ans. Sa succession était évaluée à plus de 8,3 milliards d'euros. Il n'avait aucun héritier vivant. Son fils unique était mort des décennies auparavant sans enfant, du moins, c'est ce que le monde croyait. Mais en réalité, son fils avait bien eu un enfant. Un petit garçon né en secret et donné pour protéger le nom de la famille. Ce bébé était mon père, et cela signifiait que j'étais le seul héritier survivant de toute sa fortune. La pièce s'est mise à tourner. Mes points de suture me lançaient. Mes oreilles bourdonnaient si fort que je pouvais à peine entendre ce que le médecin disait ensuite. 3 mois auparavant, ma femme infidèle m'avait envoyé un texto pour me dire de profiter de la pauvreté. Cette nuit-là, aux urgences, couvert de mon propre sang,
j'ai découvert que la pauvreté allait devenir un lointain souvenir et que la vengeance allait devenir très, très abordable. Pendant 15 ans, j'ai vécu ce que je croyais être le rêve français. Je me levais chaque matin à 6 heures, embrassais ma femme sur le front et conduisais 45 minutes jusqu'au centre-ville de Lyon, où je travaillais comme ingénieur en chef des structures chez Lombard et Associés. C'était l'une des plus grandes firmes d'ingénierie du pays. Nous concevions des hôpitaux, des bâtiments universitaires, des sièges sociaux d'entreprises, des structures qui survivraient à tous ceux qui les avaient construites. J'étais fier de ce travail. J'étais fier de la carrière que j'avais mis tant d'efforts à bâtir. Mon salaire avait augmenté régulièrement au fil des ans jusqu'à atteindre 200 000 € par an. J'avais un bureau d'angle avec vue sur la ville. J'avais une équipe d'ingénieurs juniors qui me respectait. J'avais des évaluations de performance qui utilisaient des mots comme « exceptionnel » et « inestimable ». Je croyais avoir gagné ma place dans le monde par le travail acharné et le dévouement. Ma femme, Simone, et moi nous sommes rencontrés pendant notre 3e année à l'INSA de Lyon. Elle étudiait le commerce et j'étais plongé dans mes études d'ingénieur. Elle était belle, ambitieuse et implacablement déterminée. Elle avait cette énergie qui vous faisait sentir que tout était possible. Quand elle me regardait et me disait que j'allais devenir quelqu'un d'important, je la croyais. Je voulais être l'homme qu'elle voyait en me regardant. Nous nous sommes mariés 2 ans après avoir obtenu notre diplôme, une petite cérémonie, une réception modeste, juste la famille et les amis proches. Ma mère, Dorothée, a pleuré pendant tout le service. Mon père, Georges, m'a serré la main et m'a dit qu'il était fier de l'homme que j'étais devenu. C'est la dernière fois que je me souviens m'être senti complètement en paix avec ma vie. Mon père est décédé quand j'avais 26 ans. Crise cardiaque, sans avertissement. Il avait 61 ans et avait travaillé dans une usine sidérurgique depuis l'âge de 18 ans. Ses mains étaient rudes et calleuses après des décennies de dur labeur, mais il ne s'est jamais plaint. Il disait que le travail honnête était sa propre récompense, que le caractère d'un homme se construisait à travers les épreuves qu'il endurait sans reconnaissance. Georges Dubois a été adopté alors qu'il était un nourrisson. Il n'a jamais connu ses parents biologiques et ne les a jamais cherchés. Quand je lui ai posé la question une fois, il a simplement haussé les épaules et dit « Les gens qui t'élèvent sont ta vraie famille. Le sang, c'est juste de la biologie. L'amour, c'est ce qui compte. » J'ai accepté cette réponse et n'ai jamais insisté. Je regrette maintenant de ne pas avoir posé plus de questions. J'aurais aimé savoir quel secret était enfoui dans son passé. Après la mort de mon père, ma mère, Dorothée, est devenue le centre de ma vie de famille. Elle avait travaillé comme infirmière à l'hôpital central de Lyon pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. C'était une petite femme aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants qui pouvait voir à travers n'importe quel mensonge que j'essayais de raconter. Elle n'a jamais fait entièrement confiance à Simone. Elle faisait des commentaires qui semblaient innocents en surface mais qui cachaient des arêtes vives. Cette fille aime ton potentiel plus qu'elle ne t'aime toi, Julien, m'a-t-elle dit une fois après un dîner de famille où Simone avait passé toute la soirée à parler d'argent. J'ai rejeté cela comme une friction typique entre belle-mère et belle-fille. Les mères ne pensent jamais que quelqu'un est assez bien pour leur fils, me suis-je dit. Dorothée finirait par l'accepter. J'avais un frère cadet nommé Denis qui vivait à Bruxelles avec sa femme, Karine, et leurs 2 enfants. Nous nous parlions au téléphone toutes les quelques semaines, échangions des textos sur les matchs de football et les nouvelles de la famille, mais nous n'avons jamais été particulièrement proches. Il avait sa vie et j'avais la mienne. Nous existions en parallèle sans beaucoup nous croiser. Ma vie tournait autour de 2 choses, ma carrière et mon mariage. Je me suis investi corps et âme dans les 2. Je travaillais tard le soir et les week-ends pour respecter les délais. J'emmenais Simone en vacances dans les endroits qu'elle voulait visiter. Je lui achetais des bijoux pour nos anniversaires et la surprenais avec des fleurs sans raison. Je pensais que je construisais quelque chose de permanent. Je pensais que si je travaillais assez dur et que je l'aimais assez complètement, nous vieillirions ensemble comme mes parents l'avaient fait. Les premières fissures sont apparues environ 2 ans avant que tout ne s'effondre. Simone était passée de l'immobilier commercial aux propriétés de luxe. Elle a commencé à assister à des événements de réseautage avec des clients fortunés, des visites privées de somptueux appartements qui coûtaient plus que ce que je gagnerais en une décennie. Elle rentrait de plus en plus tard. Elle parlait constamment d'argent, des gens qui en avaient plus que nous, du style de vie qu'elle méritait. J'ai remarqué les changements mais je me suis convaincu que ce n'était que des phases, ambition professionnelle, développement de carrière,
rien d'inquiétant. Je lui faisais entièrement confiance parce que je n'avais jamais eu de raison de ne pas lui faire confiance. Je croyais en notre mariage comme je croyais au bâtiment que je concevais, solide, permanent, construit pour durer. J'avais tort sur toute la ligne, et j'étais sur le point de découvrir à quel point j'avais eu tort. La nuit où j'ai découvert la vérité sur Simone, je suis rentré tôt du travail avec une migraine. La maison était silencieuse quand j'ai franchi la porte d'entrée. Sa voiture était dans l'allée, mais elle n'a pas répondu quand j'ai appelé son nom. Je suis monté à l'étage pour prendre un médicament et m'allonger dans le noir. C'est alors que j'ai entendu sa voix venant de notre chambre. Elle riait, de ce rire doux et séducteur que je ne l'avais pas entendu m'adresser depuis des années. Je me suis tenu devant la porte et je l'ai écouté parler au téléphone. Il n'en a aucune idée. Il est tellement concentré sur ses petits plans et ses projets d'ingénierie qu'il ne remarque rien. Je pourrais faire une valise et partir demain, et il ne se rendrait probablement compte de mon absence que lorsque le dîner serait froid. Ma poitrine s'est serrée. J'ai poussé la porte doucement. Elle était allongée sur notre lit dans une robe de chambre en soie, son téléphone pressé contre son oreille, souriant à quelque chose que l'autre personne disait. Quand elle m'a vu debout là, son visage a pâli pendant exactement 2 secondes. Puis elle s'est reprise et a dit à la personne à qui elle parlait qu'elle la rappellerait. « Depuis combien de temps es-tu là » a-t-elle demandé. « Assez longtemps. » Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas cherché d'excuses. Elle a juste soupiré comme si j'étais un inconvénient qu'elle tolérait depuis trop longtemps. Il s'appelle Victor de Villiers. C'est un client. Nous nous voyons depuis environ 8 mois. 8 mois. Elle l'a dit si nonchalamment, comme si elle me parlait d'un abonnement à la salle de sport qu'elle avait oublié de mentionner. J'ai senti mes genoux fléchir. Je me suis agrippé au cadre de la porte pour me stabiliser. Pourquoi, ai-je réussi à demander. Elle s'est levée du lit et s'est dirigée vers son placard comme si nous discutions de ce qu'il fallait manger pour le dîner. Parce que Victor a de l'avenir, Julien. Il a 55 millions d'euros. Il m'emmène à Paris pour le week-end. Il me présente à des gens qui comptent vraiment dans ce monde. Toi, tu m'emmènes dans des brasseries et tu parles des charges de contrainte du béton. J'avais envie de lui crier dessus. J'avais envie de jeter quelque chose. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, en état de choc, pendant que la femme que j'avais aimée pendant 15 ans démantelait notre mariage avec l'indifférence de quelqu'un qui retourne un pull qui ne lui va pas. « Je veux divorcer », a-t-elle dit. J'ai déjà parlé à un avocat. Les 3 mois suivants ont été les pires de ma vie. Simone a emménagé dans l'appartement de luxe de Victor pendant que nos avocats se disputaient les actifs. Elle voulait la maison. Elle voulait la moitié de ma retraite. Elle voulait une pension alimentaire parce qu'elle prétendait que sa carrière avait souffert en soutenant mes ambitions. La cruauté de cet argument me donnait le vertige. Je l'avais soutenue à travers chaque changement de carrière, chaque nouvelle certification, chaque événement de réseautage qui la gardait dehors jusqu'à minuit. Mais la dévastation financière n'était rien comparée à ce qui allait suivre. 3 semaines après que Simone a demandé le divorce, j'ai été convoqué dans le bureau de Richard Lombard, le président-directeur général de ma firme. Richard était un homme grand aux cheveux gris et aux yeux froids. Il avait bâti Lombard et Associés à partir de rien, et il dirigeait l'entreprise comme un royaume où il était la seule autorité qui comptait. « Asseyez-vous, Julien. » Je me suis assis en face de son bureau pendant qu'il brassait des papiers et évitait mon regard. « Nous restructurons le département d'ingénierie. Votre poste a été supprimé, avec effet immédiat. Les ressources humaines s'occuperont de votre indemnité de départ et récupéreront vos accréditations. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Supprimé ? Richard, je suis ici depuis 15 ans. Mes évaluations de performance ont été impeccables. Je viens de terminer le projet du centre médical de la région avec 2 mois d'avance. Il m'a finalement regardé, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a dit que cette décision n'avait rien à voir avec ma performance. La décision a été prise. La sécurité vous escortera à votre bureau pour récupérer vos effets personnels. J'ai appris plus tard ce qui s'était réellement passé. Victor de Villiers avait des investissements dans 3 entreprises de construction qui contractaient régulièrement avec Lombard et Associés. Il jouait également au golf avec Richard Lombard tous les dimanches dans un club exclusif de la banlieue. Victor avait passé des appels. Il avait murmuré aux bonnes oreilles.
Il avait décidé que ruiner mon mariage ne suffisait pas. Il voulait aussi détruire ma carrière. L'indemnité de départ était insultante, 8 semaines de salaire pour 15 ans de dévouement. Mon avocat a dit que je pouvais contester, mais un litige coûterait plus cher que ce que je pourrais jamais récupérer. Le système juridique était conçu pour les gens qui pouvaient se permettre d'attendre des années pour obtenir justice. Je ne pouvais pas me permettre d'attendre des semaines pour faire mes courses. J'ai postulé à toutes les firmes d'ingénierie dans un rayon de 150 km. J'ai envoyé des CV, passé des appels, contacté d'anciens collègues et contacts professionnels. Les réponses étaient toujours les mêmes, des rejets polis, des postes soudainement pourvus, des entretiens qui se terminaient par des promesses de rappel qui ne se sont jamais concrétisées. Je n'ai pas compris ce qui se passait jusqu'à ce qu'un ancien collègue nommé Michel m'emmène boire une bière et me dise la vérité. Victor de Villiers passe des appels, Julien. Il dit aux gens que tu es difficile à travailler, peu fiable. Il dit que tu as été viré pour des problèmes de performance. Personne ne veut te toucher. J'étais sur liste noire, effacé d'une industrie à laquelle j'avais consacré toute ma vie d'adulte. Et je ne pouvais rien y faire. En 6 mois, je suis passé d'un bureau d'angle à un studio dans les environs de Vaux-en-Velin. L'endroit faisait 37 mètres carrés, avec des taches d'humidité au plafond et des barreaux aux fenêtres. Je pouvais entendre mes voisins se disputer à travers des murs si fins qu'ils auraient pu être en carton. La nuit, les sirènes hurlaient constamment, et j'ai appris à dormir avec un oreiller sur la tête. Mes économies se sont évaporées plus vite que je ne le pensais. Loyer, nourriture, factures, paiement de voiture, assurance, le calcul ne tombait jamais juste, peu importe combien de fois je refaisais les comptes. J'ai vendu ma montre, vendu mes clubs de golf, vendu tout ce qui n'était pas essentiel à la survie. Ce n'était toujours pas assez. Ma mère m'appelait tous les jours. Elle me suppliait d'emménager avec elle, mais je ne pouvais pas faire ça. Elle avait 72 ans, vivait d'un revenu fixe et de sa modeste pension. Sa maison était petite, et sa santé n'était plus ce qu'elle était. Je refusais de devenir un fardeau de plus qu'elle devait porter. « Je vais bien, maman », lui disais-je à chaque fois. J'ai juste besoin de me remettre sur pied. Je n'allais pas bien. Je me noyais. Le seul travail que j'ai pu trouver était un poste d'agent d'entretien de nuit à l'hôpital central de Lyon. Salaire minimum, 10,60 € de l'heure pour passer la serpillière, nettoyer les salles de bain, vider les poubelles et récurer des choses qui me retournaient l'estomac. L'ironie ne m'a pas échappé. Ma mère avait travaillé dans ce même hôpital pendant 30 ans en tant qu'infirmière respectée. Maintenant, son fils poussait un seau à serpillière dans ses couloirs comme un fantôme que personne ne voulait voir. Je travaillais de nuit, de 22h à 6h du matin. L'hôpital ne dormait jamais, mais les heures de nuit avaient un rythme différent, plus calme, plus solitaire. Je me déplaçais dans des couloirs où médecins et infirmières passaient en courant sans reconnaître mon existence. J'étais invisible, juste un autre type en uniforme gris avec un badge que personne ne prenait la peine de lire. La honte était écrasante. J'avais passé toute ma vie d'adulte à construire quelque chose dont j'étais fier. J'avais conçu des structures qui dureraient des générations. Maintenant, je récurais des toilettes et ramassais des ordures pour moins d'argent que ce que je dépensais pour un seul dîner au restaurant avec Simone. La nuit où elle m'a envoyé ce texto, j'étais à 4 pattes en train de nettoyer un déversement dans la salle d'attente des urgences. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti et j'ai vu son nom sur l'écran. Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert le message. C'était une photo de Simone et Victor sur un yacht. De l'eau bleu cristal en arrière-plan. Elle portait un bikini blanc et des lunettes de soleil surdimensionnées, appuyée contre lui avec une coupe de champagne à la main. Il ressemblait à une publicité pour une vie que je n'aurais jamais. La légende sous la photo disait « Profite bien de la pauvreté. Tu aurais dû être plus ambitieux. » J'ai fixé ce message pendant un long moment. Quelque chose en moi s'est fissuré. Pas brisé. Fissuré. Il y a une différence. Se briser signifie abandonner. Se fissurer signifie que quelque chose est sur le point de changer. Je n'ai pas répondu. J'ai remis mon téléphone dans ma poche et j'ai fini de nettoyer le déversement. Puis je suis retourné au travail parce que c'était la seule chose que je pouvais contrôler. Se présenter, faire le travail, survivre un jour de plus. 3 mois se sont écoulés dans un brouillard d'épuisement et de routine.
J'ai perdu 9 kilos parce que je n'avais pas les moyens de manger correctement. J'ai arrêté d'appeler mes amis parce que je n'avais rien à dire. Je vivais dans un brouillard de désespoir qui s'épaississait chaque jour. La nuit où tout a changé a commencé comme n'importe quelle autre. Je remplaçais une ampoule grillée dans une salle de stockage près des urgences. L'ampoule était coincée et j'essayais de la dévisser quand le verre s'est brisé dans ma main. La douleur a été immédiate et intense. Le sang coulait de ma paume et de mon poignet où les bords dentelés avaient profondément entaillé ma peau. J'ai reculé en trébuchant et j'ai renversé une étagère de fournitures. Le bruit a fait accourir une infirmière. Elle m'a trouvé affalé contre le mur, pressant un chiffon contre ma main tandis que le sang imbibait le tissu. J'avais des vertiges. La pièce tournait. Elle a appelé à l'aide, et soudain, j'étais transporté d'urgence aux urgences en tant que patient et non plus comme le type qui nettoyait leur sol. Ils m'ont mis sur un lit et ont commencé à soigner ma main. Un jeune médecin nommé Rachid Adama a examiné les plaies et m'a dit que j'aurais besoin de points de suture. 16, s'est-il avéré. Il était calme et professionnel, avec des yeux bienveillants qui ne me transperçaient pas comme la plupart des gens. Vous avez perdu une bonne quantité de sang, a-t-il dit pendant qu'il travaillait. Nous allons faire quelques tests juste pour nous assurer que tout va bien. C'est la procédure standard pour une blessure aussi grave. J'ai hoché la tête et je l'ai laissé faire son travail. J'ai supposé qu'il vérifierait mon taux de fer, peut-être testerait une infection, des examens médicaux de routine. Je n'avais aucune idée qu'un simple test sanguin était sur le point de révéler un secret qui était enterré depuis près de 40 ans. Le docteur Adama a terminé les points de suture et m'a dit de me reposer en attendant les résultats du laboratoire. J'étais allongé sur ce lit d'hôpital, dans mon uniforme de concierge taché de sang, et je fixais le plafond. J'ai pensé à mon père, Georges, et à la façon dont il me disait que les temps difficiles forgent le caractère. Je me suis demandé ce qu'il penserait s'il pouvait me voir maintenant. Je ne le savais pas encore, mais j'étais sur le point de découvrir des choses sur mon père qui allaient changer tout ce que je pensais savoir sur ma famille, mon sang et ma place dans le monde. Le docteur Adama est revenu environ 1 heure plus tard, mais il n'était pas seul. 2 autres médecins l'ont suivi dans la pièce, tous deux avec des expressions que je ne pouvais pas déchiffrer. Ils se sont tenus au pied de mon lit et ont échangé des regards comme s'ils décidaient silencieusement qui parlerait en premier. Monsieur Dubois, nous avons trouvé des anomalies dans vos analyses de sang, a dit le docteur Adama avec précaution. J'ai demandé à quelques collègues de donner leur avis sur votre cas. Mon cœur s'est serré. J'ai supposé le pire. Cancer, leucémie, une maladie rare qui serait le dernier chapitre de ma misérable histoire. Une partie de moi s'est presque sentie soulagée. Au moins, ce serait fini. Dites-le-moi simplement, ai-je dit. Quoi que ce soit, je peux le supporter. Le docteur Adama a secoué la tête. Ce n'est pas ce que vous pensez. Il ne s'agit pas de maladie. Nous avons trouvé des marqueurs génétiques inhabituels dans votre sang, des marqueurs qui ont déclenché une alerte dans la base de données de notre hôpital. Avant que je puisse demander ce que cela signifiait, la porte s'est rouverte. Une femme plus âgée en blouse blanche est entrée dans la pièce. Elle avait des yeux vifs derrière des lunettes à monture métallique et un air d'autorité qui a fait s'écarter les autres médecins. Monsieur Dubois, je suis le docteur Pauline Lambert. Je suis la directrice du département de génétique ici à l'hôpital central. Je m'excuse pour l'intrusion, mais ce que nous avons découvert dans vos analyses de sang est tout à fait extraordinaire. Elle a tiré une chaise près de mon lit et s'est assise. Les autres médecins sont restés debout, me regardant avec une intensité qui me donnait la chair de poule. Je dois vous poser quelques questions sur vos antécédents familiaux, a poursuivi le docteur Lambert. Plus précisément sur votre père. A-t-il été adopté? La question m'a pris au dépourvu. Oui, il a été adopté alors qu'il était un nourrisson en 1952. Il n'a jamais connu ses parents biologiques. Le docteur Lambert a hoché la tête lentement, comme si je venais de confirmer quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. A-t-il déjà essayé de les retrouver? Des dossiers? Des informations quelconques? Non, cela ne l'intéressait pas. Il disait toujours, les gens qui t'élèvent sont ta vraie famille. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle s'est penchée en avant et a parlé d'un ton à la fois doux et délibéré. Monsieur Dubois, votre sang contient des marqueurs génétiques que nous n'avons rencontrés qu'une seule fois auparavant dans toute notre base de données. Ces marqueurs sont associés à une lignée très spécifique,
Une famille dont les dossiers médicaux font partie de notre système depuis des décennies en raison de leurs dons substantiels à cet hôpital. Ma bouche est devenue sèche. Quelle famille? La famille de la Roche. Le nom m'a frappé comme un coup de poing. Tout le monde à Lyon connaissait les de la Roche. Édouard de la Roche avait bâti un empire de l'acier au début du XXe siècle qui avait fait de lui l'un des hommes les plus riches de France. La fondation de la Roche avait donné des centaines de millions d'euros à des hôpitaux, des universités et des œuvres de charité à travers le pays. Leur nom figurait sur des bâtiments, des bourses d'études et des centres de recherche dans toute la région. Édouard de la Roche était décédé 2 mois plus tôt à l'âge de 94 ans. Sa mort a dominé les nouvelles pendant des semaines parce qu'il laissait derrière lui une succession de plus de 8,3 milliards d'euros. Mais il y avait une complication avec l'héritage que les avocats et les journalistes disséquaient depuis lors. Édouard n'avait aucun héritier vivant. Son fils unique, François de la Roche, était mort dans un accident de voiture en 1985. François ne s'était jamais marié et n'avait pas d'enfant, du moins selon l'histoire officielle. À la mort d'Édouard, son testament précisait que sa fortune irait à tout descendant biologique. S'il n'en existait aucun, la succession serait dissoute et distribuée à diverses fondations caritatives. Le docteur Lambert a observé mon visage tandis que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans mon esprit. Monsieur Dubois, d'après votre profil génétique, vous êtes le petit-fils biologique d'Édouard de la Roche. Votre père, Georges, était le fils illégitime de François de la Roche. Il est né en 1952 d'une liaison que François a eue avec une femme qui travaillait au domaine familial. La grossesse a été cachée et le bébé a été donné à l'adoption pour protéger la réputation de la famille. Je ne pouvais plus respirer. La pièce semblait se rétrécir autour de moi. C'est impossible, ai-je chuchoté. Mon père n'était personne. Il a travaillé dans une usine sidérurgique toute sa vie. Il n'a jamais eu d'argent. Il n'a jamais eu de relation. Il n'a jamais su qui il était vraiment, a dit doucement le docteur Lambert. Les dossiers d'adoption ont été scellés. La famille de la Roche s'en est assurée. Mais l'ADN ne ment pas, monsieur Dubois. Nous avons fait le test 3 fois pour être certains. Vous êtes le petit-fils de François de la Roche. Vous êtes le seul héritier survivant de la succession de la Roche. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'avocats, de vérification d'ADN et de frénésie médiatique. L'équipe juridique de la Fondation de la Roche a d'abord contesté ma demande. Ils avaient passé des mois à se préparer à distribuer la succession conformément aux souhaits caritatifs d'Édouard. Un agent d'entretien surgissant de nulle part en prétendant être l'héritier perdu semblait être un scénario de mauvais film. Mais les preuves étaient indéniables. 3 laboratoires indépendants ont confirmé mon lien génétique avec la lignée de la Roche. Des généalogistes ont retracé les dossiers d'adoption de mon père jusqu'à un orphelinat catholique de la région qui avait reçu d'importants dons de la famille de la Roche en 1952, l'année même où Georges Dubois est né et a été donné. La bataille juridique a duré 6 semaines. Finalement, les tribunaux ont statué en ma faveur. Le testament d'Édouard de la Roche était explicite, tout descendant biologique hériterait de tout. Un froid jeudi après-midi à Lyon, je me suis assis dans une salle de conférence entourée d'avocats et j'ai formellement accepté mon héritage, 8,6 milliards d'euros. Je suis sorti de ce bâtiment dans l'air hivernal et j'ai senti le froid me piquer le visage. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un texto d'un numéro inconnu. Julien, j'ai vu les nouvelles. Félicitations. J'ai toujours cru en toi. Peut-être devrions-nous parler. Tu me manques, Simone. J'ai lu ces mots et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de satisfaction, juste un vide là où il y avait autrefois de l'amour. J'ai bloqué son numéro sans répondre et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. Mais je n'avais pas fini. Simone m'avait envoyé un message 7 mois plus tôt me disant de « profiter de la pauvreté ». Il était maintenant temps d'envoyer un message à mon tour. La première chose que j'ai faite avec mes nouvelles ressources a été d'engager une équipe d'enquêteurs et d'avocats, non pas pour protéger ma fortune, mais pour démanteler les personnes qui avaient tenté de me détruire. Victor de Villiers avait bâti sa fortune sur une base de transactions douteuses et d'opérations à la limite de l'illégalité. Il a fallu moins de 3 semaines à mon équipe pour rassembler suffisamment de preuves à envoyer à l'autorité des marchés financiers, délit d'initié, manipulation de marché, schéma d'investissement frauduleux. L'homme qui avait murmuré aux oreilles pour me faire mettre sur liste noire avait laissé une traînée de crimes que personne ne s'était donné la peine de suivre jusqu'à présent.
J'ai également acquis des participations majoritaires dans 3 entreprises de construction qui contractaient régulièrement avec Lombard et Associés. Ensuite, j'ai passé un appel téléphonique personnel à Richard Lombard, l'homme qui m'avait licencié sans hésitation parce qu'un riche investisseur le lui avait demandé. Monsieur Lombard, c'est Julien Dubois. Vous vous souvenez probablement de moi. Je suis l'ingénieur que vous avez licencié il y a 7 mois parce que Victor de Villiers jouait au golf avec vous le dimanche. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Il n'a pas dit un mot. Je vous appelle pour vous informer que la holding de La Roche met fin à tous les contrats avec votre firme, avec effet immédiat. Je vous appelle également pour vous faire savoir que Victor de Villiers fait actuellement l'objet d'une enquête pour fraude, des informations que j'ai personnellement fournies aux autorités. Je pensais que vous devriez l'entendre de ma bouche avant de le lire dans les nouvelles. Il a balbutié quelque chose sur des malentendus et des décisions difficiles. Je ne l'ai pas laissé finir. Au revoir, Richard. J'espère que vous retomberez mieux sur vos pieds que moi. Le fonds d'investissement de Victor de Villiers s'est effondré en 4 mois. Les investisseurs ont intenté des poursuites. Des accusations ont suivi. Ces 55 millions d'euros se sont évaporés en frais juridiques et en règlements. L'homme qui avait volé ma femme et détruit ma carrière s'est retrouvé avec rien d'autre que des dettes et le déshonneur. Simone avait épousé Victor 2 mois après la finalisation de notre divorce. Elle m'avait échangé contre ce qu'elle pensait être une promotion permanente. Mais lorsque l'empire de Victor s'est effondré, elle s'est retrouvée attachée à un navire en perdition. Elle a demandé le divorce 8 mois plus tard. J'ai entendu dire qu'elle était retournée en Lorraine, sa région natale, pour vivre avec sa sœur. Je ne lui ai plus jamais parlé. J'ai pensé à la contacter, non pas pour me réconcilier, du tout c'est something, pour lui faire savoir que j'avais survécu à ce qu'elle avait essayé de me faire. Mais chaque fois que j'y pensais, je réalisais que mon silence était le message le plus puissant que je pouvais envoyer. Elle passerait le reste de sa vie à savoir que l'homme qu'elle avait rejeté comme sans valeur était devenu l'une des personnes les plus riches du pays. Cette connaissance la rongerait bien plus que tous les mots que je pourrais dire. L'argent a changé ma situation, mais j'ai refusé de le laisser changer qui j'étais. Je n'ai pas acheté de manoir ou une flotte de voitures ou aucune des choses ridicules que les gens attendent des milliardaires. J'ai acheté une modeste maison avec 4 chambres dans un quartier calme en dehors de Lyon. J'ai engagé un petit personnel pour m'aider à gérer mes affaires. Je vivais simplement parce que la simplicité m'avait appris ce qui comptait vraiment. La première décision majeure que j'ai prise a été de faire un don de 3,7 milliards d'euros à la Fondation de La Roche. Édouard de La Roche avait passé sa vie à construire quelque chose qui lui survivrait. Je voulais honorer cet héritage. La Fondation a étendu son travail dans l'éducation, les soins de santé et la lutte contre la pauvreté. Je me suis impliqué activement dans la direction de l'affectation des fonds, en veillant à ce qu'ils atteignent les personnes qui en avaient le plus besoin. Ma mère, Dorothée, a emménagé dans un magnifique cottage dans un village des Monts d'Or avec un jardin qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. Je lui rends visite tous les dimanches pour le dîner. Elle cuisine du rôti de bœuf et me raconte des histoires sur mon père que je n'avais jamais entendues auparavant. Elle pleure encore parfois en me regardant, incapable de croire le chemin que nous avons parcouru depuis ces jours sombres où je passais la serpillière en me demandant si la vie valait la peine d'être vécue. Je suis retourné à l'hôpital central de Lyon le printemps dernier, non pas en tant que patient ou agent d'entretien, mais en tant que bienfaiteur. J'ai fait un don de 46 millions d'euros pour construire une nouvelle aile dédiée à la formation en soins infirmiers et aux soins aux patients. Ils l'ont nommé le Centre Dorothée Dubois pour l'excellence en soins infirmiers. Quand ma mère a vu son nom sur ce bâtiment, elle s'est effondrée dans mes bras. C'était le moment le plus fier de ma vie. Le docteur Rachid Adama travaille toujours à l'hôpital. Il est maintenant le chef du service des urgences, une promotion financée en partie par mes dons. Nous déjeunons ensemble de temps en temps. Il m'a dit une fois qu'il avait failli ne pas commander ses analyses de sang supplémentaires la nuit où je me suis coupé la main. Quelque chose m'a juste dit de creuser plus profondément. J'y pense souvent, à la façon dont une seule décision d'un jeune médecin a changé toute la trajectoire de mon existence. Mon frère, Denis, et moi sommes plus proches maintenant que nous ne l'avons jamais été. Ses enfants m'appellent tonton Julien et me supplient de leur raconter l'histoire de comment je suis passé du nettoyage des toilettes à l'héritage de milliards. Je leur raconte une version édulcorée qui omet la douleur et la trahison. Ils n'ont pas besoin de savoir les nuits où je suis resté éveillé en me demandant si quelqu'un remarquerait si je disparaissais. Ils ont juste besoin de savoir que leur oncle n'a jamais abandonné.
J'ai appris quelque chose pendant ces mois sombres que aucune somme d'argent ne pourrait jamais m'apprendre, votre moment le plus bas n'est pas votre moment final. La nuit où je me suis assis sur ce lit d'hôpital avec le sang qui imbibait mon uniforme, je n'avais rien. Pas de carrière, pas de mariage, pas d'espoir. J'étais prêt à me rendre à l'obscurité qui m'attirait depuis des mois. Mais j'ai continué à me présenter. J'ai continué à mettre un pied devant l'autre même quand chaque pas semblait inutile. Je ne savais pas que mon sang portait un secret valant des milliards. Je ne savais pas que mon père était le fils caché de l'une des familles les plus riches de France. Je savais juste que renoncer n'était pas une option parce que ma mère m'avait mieux élevé que ça, et mon père m'avait appris que le caractère se construit par l'endurance. L'ADN dans mes veines ne m'a pas sauvé. L'argent ne m'a pas sauvé. Refuser d'abandonner m'a sauvé. Me présenter à ce travail d'agent d'entretien nuit après nuit m'a sauvé. Survivre quand la survie semblait impossible m'a sauvé. Simone m'a dit un jour que je n'étais pas assez ambitieux. Elle avait tort. Je n'étais pas ambitieux pour les choses qu'elle appréciait. J'étais ambitieux pour quelque chose de bien plus important. J'étais ambitieux de rester un homme bon même quand le monde me donnait toutes les raisons de devenir amer et brisé. Mon père, Georges, n'a jamais su qu'il était un de la Roche. Il est mort en croyant qu'il n'était qu'un fils d'ouvrier sidérurgiste qui avait vécu une vie simple. Mais il m'a élevé avec des valeurs qu'aucun héritage ne pourrait jamais fournir. Il m'a appris que le travail honnête a sa dignité. Il m'a appris que les gens qui vous aiment sont votre vraie famille. Il m'a appris que le sang n'est que de la biologie, mais que le caractère est un choix que vous faites chaque jour. Je suis Julien de la Roche-Dubois. Je suis milliardaire, ingénieur, fils, frère et un homme qui a autrefois nettoyé des toilettes pour 10,60 € de l'heure. Je suis toutes ces choses parce que chaque expérience m'a façonné pour devenir celui que je devais être.